Alors, on enchaîne pour la suite, pour cette deuxième partie dans cette séquence autour des créateurs de contenu et des journalistes, avec un prolongement des regards croisés, quelles spécificités, quel croisement. Je voulais juste dire à la pause, en fait, je voulais faire une publicité forcée. Et non, vous pouvez pas passer après 3 secondes. Il s'agit en fait juste pour les étudiants de l'école de public du journalisme de Tours. Ils couvrent ces événements depuis le début et depuis de nombreuses années. Et ils sont là parmi nous à faire des reportages, des plateaux, entre autres, et tout se retrouve sur la page de Factoscope. Fin de pub. Et bravo à eux. Donc, n'hésitez pas. Il y a aussi la feuille qui circule, éditée et imprimée tous les jours. Hein, des futurs journalistes parmi nous et encore un nouveau panel d'experts que j'ai encore l'honneur d'accueillir pour la suite de ces échanges, qui aussi n'ont pas forcément besoin de présentation. Justine Rist, vous êtes directrice générale de YouTube France. Auparavant, vous avez été directrice de développement digital de Twitter en France entre 2013 et 2017. Et vous rejoignez ainsi de suite YouTube, nommée directrice de partenariat de contenu dans un premier temps. Et une de vos missions aujourd'hui, comme directrice générale, est de maintenir YouTube comme première destination vidéo du pays. Et vous dites que la plateforme est au cœur de la créativité numérique et qui ne cesse pas de se renouveler. Merci d'être parmi nous. Ça n'était pas une question. Non, c'était pas une question encore. Il y avait un temps, il y avait une question, mais voilà, on peut revenir sur ces points. Hervé Broussini, vous êtes président du prix Albert Londres depuis 2020, grand reporter spécialisé dans l'enquête. Vous avez également occupé le poste de rédacteur en chef du JT de 20h sur France 2 entre 2008 et 2011 et est devenu rédacteur et présenteur de l'émission Pièces à conviction sur France 3. Avant ce panel aussi, voilà, j'ai une petite citation pour tout le monde pour lancer les propos d'après. Vous m'avez dit que certains créateurs de contenu sur YouTube avaient secoué l'arbre du journalisme. Donc on pourra en parler dans un instant. Agnès Varamian, vous êtes depuis l'année dernière directrice de France Info. Pourtant, vous avez plus de 30 ans d'expérience en télévision, aussi bien sur le terrain qu'en rédaction. En tant qu'envoyé spécial, vous avez couvert de nombreux conflits, l'ex-Yougoslavie, Proche-Orient, Afghanistan, l'Ukraine, et avez régulièrement travaillé aux États-Unis. Entre 2014 et 2017, vous étiez rédactrice en chef du JT 20h sur France 2 et la première femme dans ce poste. Vous m'avez dit que le JT survit toujours face aux défis et aux évolutions qu'il a connues au fil des années et des décennies. On pourrait en parler un petit peu plus dans un instant. Et Charles Villa, bienvenue aussi ici pour ces échanges. Vous êtes créateur de contenu et réalisateur sur YouTube et aussi journaliste. Vous avez commencé par réaliser des vidéos documentaires pour Arte et aussi pour France 5 avant de rejoindre Brut en 2017. En parallèle, vous proposez des vidéos indépendantes sur YouTube, amenant le spectateur en coulisses de vos reportages et qui est un format qui rencontre effectivement un grand succès. Vous m'avez dit que l'élément déclencheur pour vous d'explorer cette plateforme davantage, c'est que vous n'avez pas forcément toujours trouvé que la télévision vous proposait ce que vous vouliez voir et ce que vous voulez créer, donc une certaine liberté complémentaire avec YouTube. Donc, merci à vous tous. Et moi, je reste Jamie Smith-Maillet, journaliste franco-britannique et enseignant. Pour celles et ceux qui arrivent dans la salle, ça y est, les présentations sont faites. On peut passer aux échanges. Je voulais juste parler rapidement des quelques statistiques parce qu'on a parlé pas mal de démographie, ce qui change dans le paysage médiatique en France. Donc, dans quelques chiffres, pour contextualiser un peu nos discussions d'abord. Donc, en moyenne, ce sont des statistiques de 2024 de Médiamétrie. En moyenne, un Français ou une Française passe 41 minutes par jour à regarder YouTube, qui est un chiffre en hausse. Le visionnage sur une télévision connectée est également en hausse, tout comme le format Shorts, qui sont les reels, les vidéos que vous connaissez aussi certainement sur d'autres plateformes comme TikTok et ailleurs, avec une croissance en 2024 de 60%, il me semble. Vous me corrigez si c'est non, c'est exactement ça. On est mesuré ça depuis 7 ans maintenant par Médiamétrie sur les 3 écrans
tablette, téléphone et ordinateur. Oui. Et donc, sur ces 3 écrans, on rassemble toutes les populations, toutes les tranches d'âge. C'est ce qu'expliquait Gaspard quand il regarde un peu qui regarde sa chaîne sur YouTube. Et puis, la nouveauté qui va arriver à la fin de l'année, qui est tout le travail sur lequel on contribue avec Médiamétrie, c'est la fameuse mesure 4 écrans qui va rajouter à ces 3 terminaux la télévision, parce que comme vous venez de dire, la télévision dans le sens appareil de télévision et l'usage qui est en plus forte croissance de YouTube dans le monde. Aux États-Unis, c'est déjà le premier canal de consommation de YouTube. Ce qui est intéressant à mentionner, exactement, pour contextualiser, voilà, bien sûr. Internationalement, effectivement, ce changement, ce n'est pas unique à la France. Je voulais juste pour contextualiser, de l'autre côté, entre guillemets, si on veut bien, même s'il n'y a pas forcément des côtés ici, c'est l'idée de croiser notamment ces regards. Une étude d'Arcom montre en 2024 que la télévision reste le média de référence pour l'information, avec 66% des Français qui regardent encore la télévision quotidiennement. Même, cela dit, il y a un écart davantage en génération et en âge. Et on a mentionné tout à l'heure qu'il y a des basculements qui se font. Donc, pour contextualiser un petit peu avec certains chiffres, et on peut revenir sur ces points. Charles, je voulais commencer avec vous. Et en fait, on note ici une consommation à la hausse des vidéos sur YouTube. Vous avez dit qu'il y a une certaine liberté en plus sur cette plateforme par rapport aux médias traditionnels. Qu'est-ce qui, pour vous, a été l'élément déclencheur d'un succès de format ou autre qui a changé pour vous, en tant que journaliste aussi, d'aller vers cette plateforme? Typiquement, on n'utilise pas trop ça sur YouTube, mais non, la liberté, c'est qu'en fait, moi sur YouTube, je fais un peu ce que je veux. Je fais du podcast, des reportages, des coulisses de mes reportages. Je fais aussi des formats courts, des shorts, etc. Et en fait, le problème que j'avais quand moi je travaillais à la télé, comme beaucoup de mes collègues et amis, c'est que on répond à une direction et on fait pas ce qu'on veut. Moi, j'ai eu la chance d'assez vite, en étant freelance, de partir dans les endroits où je voulais, de couvrir les zones que je voulais et d'y rester le temps que je voulais. Et après, assez vite, j'ai été limité dans les formats que je pouvais en produire, parce que je faisais des 26 minutes pour France 5, des 35 et un 52. Et après, en fait, quand je suis arrivé sur YouTube, j'ai pu faire ce que je voulais, des 1h30, 2h, des 52, des 45. En fait, il y avait plus de format. Et des images que je ramenais, je pouvais en faire ce que je voulais. C'est-à-dire que quand je reviens avec 10 heures de rush après un documentaire, au lieu d'utiliser que quelques minutes, je pouvais mettre une interview en intégralité, une séquence en intégralité, sans montage, sans cut, sans rien. Donc, et ça, c'était des choses que je voulais voir sur YouTube, que je ne pouvais pas faire à la télé et qui n'existaient pas à la télé. Donc, le problème ne venait pas dans l'absolu dans les formats que produisait la télé qui sont très bons, c'est juste dans la liberté qu'on pouvait avoir en faisant ça. Et puis après, la réalité, c'est que moi, je travaillais pour Arte France 5, donc en gros, tous les gens de ma génération ne regardaient pas ce que je faisais, mes amis ne regardaient pas ce que je faisais. Et surtout, moi, je consommais plus la télé aussi depuis 2010. Je regarde plus la télé, donc je m'informais quasiment uniquement qu'en ligne ou sur YouTube. Donc, en vrai, j'ai fait ce que je voulais voir à la télé sur YouTube, tout simplement. Donc voilà, c'est ça, une certaine liberté aussi, des contraintes peut-être dans une rédaction, on n'a pas forcément toujours le choix qu'on peut faire, c'est complètement indépendant. Et d'un autre côté, cette évolution d'habitude, de consommation. Justine, pour revenir vers vous, pour YouTube en particulier, il y a énormément de contenu en 2025, beaucoup, je n'ai pas les chiffres exactement, mais il y a beaucoup. Moi non plus. Mais voilà, il y en a 500 heures par minute qui sont téléchargées sur la plateforme dans le monde. Voilà, donc, statistiques qui aident à contextualiser encore. Qu'est-ce qui fait un petit peu le succès, si on peut le dire, pour des personnalités comme Gaspard G, Hugo Décrypte, Charles Villa, qui arrivent à s'en sortir dans cette masse de vidéos en ligne? Il y a eu une clé en particulier? En fait, je peux répondre à cette question en revenant un peu sur la raison d'être de YouTube, qui est, et c'est totalement ce qui s'inscrit dans notre mission en France,
Notre raison d'être, c'est d'aider la création, avec un C majuscule, à se développer, à utiliser toute la puissance de la plateforme pour aller atteindre des nouvelles audiences, des nouveaux publics, et même des nouveaux territoires. Donc on a beaucoup parlé de cette nouvelle génération de l'information, comme Charles, comme Gaspard, comme tous les exemples qui ont été cités, mais on a un panel qui est très représentatif aussi de ces médias historiques traditionnels. Par exemple, Agnès, tu représentes France Info. France Info est très présent sur YouTube. Le Monde a été le premier média francophone à atteindre le 1 million d'abonnés sur YouTube. Et donc, nous, dans les pays, dans chaque pays, on a des équipes qui sont à disposition de tous ces acteurs de la création pour justement leur faire comprendre la valeur de ce qu'on appelle le multiformat. Vous parliez des formats longs, voire très longs, qui marchent très bien sur la plateforme. On pourrait y revenir. Quand on dit que, voilà, par exemple, les jeunes générations ne sont pas capables de se concentrer, ben, c'est complètement faux. Ils ont une capacité de focus lorsqu'on les emmène sur des contenus qui les intéressent. Voilà, et de tous les usages. Donc, vraiment, on s'attelle à accompagner tout cet écosystème de l'information traditionnelle, historique, à faire sa transition digitale, nouvelle génération à trouver sa place. Et je pense que peut-être ce qui se distingue par rapport à la télévision traditionnelle, qui bien sûr existe, a encore de très beaux jours. Déjà, c'est un élément de complémentarité. On travaille avec toutes les chaînes de diffusion. Et puis deux, il y a ce lien direct que aujourd'hui ces talents et ces créateurs ont avec leur public, et c'est ça qui fait que il y a une sorte d'authenticité, du coup de confiance, de travail dans la durée, tant long dans les formats mais aussi dans la relation, qui fait que ces créateurs-là, ils existent, ils se sont professionnalisés aujourd'hui, et qui fait que YouTube fête ses 20 ans aujourd'hui. Merci, j'ai profité d'une vidéo de Gaspard G, en fait, d'une rencontre avec vous et Gaspard G qui parlait de YouTube pour me former un petit peu. Et vous avez parlé notamment là de mots authentique pour qu'une vidéo sorte. Il y avait 3 choses, vous avez mentionné, que soyez authentique, connaître son audience, et aussi c'était test and learn. Voilà, pour ajouter un petit peu d'anglicisme encore, désolé. Voilà, donc c'est ces 3 éléments. Agnès Varamian, la télévision aussi, et le JT classique, que vous maîtrisez et connaissez très bien ce sujet, a aussi connu ses évolutions au fil des années, en quelque sorte, a eu des défis, mais malgré tout a aussi su peut-être s'adapter, vous avez dit. Ah mais le JT, peut-être que l'audience ici s'en est rendu compte ou pas d'ailleurs, mais c'est un format qui a été bouleversé. D'abord, qui a été bouleversé dans les années 90 par quelque chose qui s'appelle la télé-réalité. C'est-à-dire que les modes de narration et le storytelling des reportages télévision a été complètement chamboulé par l'arrivée de la télé-réalité, qui a eu des impacts très forts. Ensuite, sur les modes de narration, puisque moi j'ai été formée, bercée, et très bien formée d'ailleurs dans le service public, à la narration télévisuelle, et on a endossé les codes. L'incarnation a été aussi quelque chose que nous avons développé, y compris dans le JT, avec le journaliste qui se met en scène, qui progresse, qui emmène le téléspectateur. Je l'ai fait moi-même sur des terrains de conflit aux États-Unis, où on se met en avant. Alors évidemment, la télévision, le JT n'a pas brisé tous les codes, c'est-à-dire qu'on a très peu endossé le jeu, on n'a pas eu forcément ce regard direct aux téléspectateurs tel que peuvent les avoir aujourd'hui Charles Villa ou Gaspard G, mais on a endossé certains codes. On a essayé beaucoup de choses au JT. On a, par exemple, énormément raconté les coulisses des enquêtes. Moi, j'ai fait 7 ans, je travaillais 7 ans envoyé spécial, où j'ai été reporter plus rédactrice en chef. On a testé énormément d'autres choses. On a apporté à la fois dans le complément, ce qu'utilisent aussi d'ailleurs les youtubeurs, la cartographie, le motion design, tous les modes de narration possibles ont été utilisés dans le 20h. Donc, il faut reconnaître que la télévision a été beaucoup bouleversée et qu'elle a. Maintenant, et je pense que ce qui compte, moi maintenant je dirige une radio et une plateforme, enfin un site, je co-dirige avec France Télévisions un site. Ce qui compte pour nous, c'est la marque. France Info aujourd'hui, c'est une marque. Et c'est une marque qui cherche à être en contact avec tous les publics,
et qui va les chercher où ils sont, où ils ont leurs usages. Donc, évidemment, on a de la chance à la radio, on ne perd pas des auditeurs, on en gagne à Radio France. Donc, on n'est pas encore dans l'idée de transitionner complètement et d'abandonner ce média-là pour un autre. Il va mourir un jour. La radio est pas forcément un média d'avenir, mais pour l'instant, nous, on en gagne, de par la polarisation probablement de la société. Les gens viennent vers nous, ils ont confiance en nous, il y a une certification de l'information, et donc ils nous écoutent encore. Mais nous, ce qui compte pour nous, c'est d'aller mettre notre marque, qui est une référence, qui a une valeur, qui est porteuse de valeur, au contact de la plus grande audience possible. C'est les jeunes, c'est les vieux, c'est les CSP+, c'est les CSP-. On a un site d'info, France Info aujourd'hui, c'est 4,5 millions de visites uniques par jour, qui est puissant, extrêmement puissant. La télévision va probablement monter en gamme, celle du Breaking News, du Canal 27. C'est la marque qui compte. J'allais dire, vous savez, finalement, les tuyaux, peu importe. C'est les contenus qui comptent. C'est ce que nous apprend en fait l'arrivée d'Internet. C'est les contenus. Ces jeunes ont du talent parce qu'ils ont des incarnations fortes. Pourquoi ils réussissent, vous dites? Parce qu'ils ont trouvé leur public, parce qu'ils ont su comment s'adresser, comment parler. Mais ils n'ont pas tous réussi. Derrière, j'imagine, Charles Villa, il y en a d'autres qui sont peut-être en rade ou qui n'ont pas trouvé leur public. Ce qui compte, c'est le contenu. Qu'est-ce qu'on raconte? Et c'est une discussion constante, vous savez, dans nos rédactions dites traditionnelles, de voilà l'information qu'il faut raconter parce qu'elle s'impose à nous, parce que c'est l'information, voilà celle qu'on a envie de raconter, l'actu telle qu'elle s'impose, les préoccupations des Français telles qu'elles se déclinent, c'est comment on va les raconter aujourd'hui, quels sont les modes de narration, comment on va être le plus storytellé possible, etc. Tous nos médias traditionnels n'ont pas fait leur mue vers ça. L'histoire se raconte en permanence et on est finalement aussi moderne que les autres. Oui, il y a effectivement énormément d'éléments là. On n'a pas eu beaucoup de forme et format. Il faut rajouter cette idée de fond qu'on n'a pas trop discuté pour l'instant depuis le début de ces échanges, et sur la question de contenu et de fond qui est aussi critique. Justine voulait juste réagir sur un point. Je vais revenir partager une donnée qui illustre exactement ce que tu disais et qui est encore plus vrai pour le service public. Pourquoi ces acteurs historiques, iconiques presque, s'emparent de toutes les destinations possibles sur Internet et en particulier de YouTube. Moyenne d'âge d'Arte et de France Télévisions sur leurs antennes traditionnelles, respectivement 63 et 64 ans. Moyenne d'âge d'Arte et de France Télévisions sur YouTube, 34 ans. Donc c'est exactement dans cette logique d'aller chercher tous les publics qu'une stratégie d'hyper-distribution, si on pourrait dire, s'inscrit, et qu'on s'intègre, nous, en partenaire de la captation d'audience au plus large et d'adresser l'audience le plus largement possible. C'est un point intéressant, on va revenir dessus dans un instant. Hervé, je vais venir vers nous dans un instant aussi. Je voulais juste aussi, pour Charles, le côté créateur de contenu aussi, qu'on regarde, pour ceux qui ne connaissent pas, un aspect d'un extrait en fait d'un documentaire, un reportage que vous avez produit autour des Fixers. Et cet extrait est en Ukraine. On va juste regarder vite fait. Notamment, on va parler de cet aspect d'incarnation que vous avez mentionné, Agnès, ce qui est assez intéressant et peut-être un aspect de marque chez les créateurs de contenu. Il y a les sirènes d'alarme de la ville là, qui sont en train de résonner. Ça veut dire qu'il y a un risque de bombardement. On est samedi, ouais. Tu vois, j'ai perdu les journées de la semaine. Et généralement, ici, c'est impossible de circuler. Il y a toujours des gens, il y a toujours des voitures, et là, il n'y a personne. Dans un quartier qui a été particulièrement touché par les bombardements intensifs. Il n'y a pas eu de décès suite.
Qu'est-ce qu'il dit? Faut qu'on parte. Alex, tu peux lui demander ce qui s'est passé au policier? Il sait pas. Ok, on est là. Peut-être tu peux lui expliquer qu'on fait un reportage sur la défense de Kiev, des autorités... Репортаж по захисту Києва, так що було на Солом'янці, там де ракета влучила. On travaille pour un média qui s'appelle Brut. Bien sûr, on peut... Ça tourne, ça? Ouais, ça tourne. Ok, voilà pour un extrait du reportage Fixers avec Brut. Qu'est-ce qui, on voit en fait, en parlant de cette idée d'incarnation, on voit en fait presque le making of, la construction aussi du sujet, qui est, j'imagine, volontaire. Ça, c'est un aspect du format que vous voulez expérimenter en quelque sorte. Ouais, parce que moi, quand j'ai commencé à faire du reportage en zone de conflit, on travaille quasiment forcément avec des fixeurs, des traducteurs, des collègues locaux qui nous aident. Et je les avais jamais vus de toute ma vie à la télé. Et en fait, moi, j'ai tout appris grâce à eux. J'ai beaucoup travaillé en Afrique subsaharienne au début de ma carrière. Et à chaque fois que j'allais dans un pays, je découvrais beaucoup de choses, même si on peut lire des articles auparavant, etc. Moi, j'apprenais tout de mes fixeurs. Et donc, je filmais toutes mes discussions avec eux pour garder en fait tout ce qu'ils m'expliquaient sur la situation dans leur pays. Et je trouvais ça passionnant. Et donc là, ce documentaire que j'ai fait pour Brut de 52 minutes, c'est en fait le parcours, les différents reportages que j'ai pu faire avec 5 fixeurs qui sont des proches aujourd'hui, dans 5 pays différents, le Mexique, la Syrie, l'Afghanistan, l'Ukraine et la République démocratique du Congo, pour raconter un petit peu leur histoire. Et le déclencheur de ce documentaire, c'est en fait j'ai dû rapatrier un de mes fixeurs quand les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan. Et c'est là que je me suis rendu compte aussi à quel point, bon, déjà, on n'entendait jamais parler d'eux, ils étaient très, très invisibilisés, leur travail l'était aussi, et surtout à quel point ils étaient abandonnés, en fait, souvent par les rédactions. Le fixeur que j'ai rapatrié, il travaillait avec les plus grosses chaînes américaines, et il n'y en a aucune qui a bougé le petit doigt pour essayer de l'aider à ce moment-là. Bref, ça arrive fréquemment au début du conflit en Ukraine aussi. Il y a eu beaucoup de problèmes dans les relations que pouvaient avoir certains journalistes avec leurs fixeurs locaux, dans les attitudes, les postures, etc. Donc, en fait, voilà, c'était lié à tout ça. Mais la base de la base, c'était, je trouvais ces personnages fascinants. Et c'est aussi de là d'où est venue mon idée de faire des coulisses de mes reportages qui souvent, parfois, marchaient mieux que les reportages en eux-mêmes parce que ça intéressait presque plus les gens de savoir mais comment tu as réussi à aller dans tel endroit, à rencontrer tel chef de groupe armé, telle personne, etc. Et je faisais toujours ça avec mes fixeurs, en collaboration avec mes fixeurs, et voilà, ça marchait très bien. Donc l'idée c'était de montrer évidemment les coulisses, qui n'est pas du tout une nouveauté, hein, mais dans la manière de le raconter, de le présenter et de le montrer, c'était complètement nouveau sur YouTube. Les coulisses, effectivement, qui est exploré par vous et un vrai succès, comme on a dit tout à l'heure. Hervé, je ne vous ai pas donné la parole encore, venir vers vous. C'est dingue. Alors, Hervé, vous avez dit que Charles Villa, entre autres, d'autres créateurs de contenu, en secouait un peu l'arbre du journalisme, en fait réfléchir. J'ai été secoué, moi. Alors, vous secouez, oui. Alors, oui, j'ai été secoué. Par exemple, je suis encore secoué en voyant l'extrait, là. Alors, ces formats en coulisses... Quoi? Oui, allez-y. Si tu veux, la différence, elle est que tu es dans le temps réel. Et la caméra accompagne le temps réel, et celui qui charrie le temps réel, c'est lui. Et donc, tu regardes ça, tu le regardes lui, tu es dedans. Vous êtes dans ce qu'est cette folie de la guerre. Le risque, la vie, la mort, vous êtes là. Et puis, au loin, il se passe quelque chose. Il a besoin de rien dire. On est dedans. Et quand il faut dire quelque chose, c'est pas une voix off comme on aurait fait dans le reportage, c'est un panneau. Lui, il était commerçant, et puis voilà, avec la guerre. Et on revient au temps réel. Voilà un code. Voilà une manière particulière d'écrire l'info. Et ça aurait pu devenir un format du journal. Quand sont apparues les plateformes,
À France Télé, on a créé le France Info numérique. Et on s'est posé la question avec la rédaction du numérique des formats, car le numérique réfléchit en format. Et je me souviens qu'à l'époque, il m'arrivait d'aller visiter une rédactrice en chef et d'autres personnages importants pour dire « les formats sont importants ». Et très vite, la réflexion en format a gagné le journal télévisé. La logique de construction du journal, en tout cas de diffusion, c'était une logique de format. 3 questions à vrai, faux, je me souviens, 5 infos à retenir. Et donc, ça veut dire que moi, un jour, j'ai dit une connerie. Ça m'arrive assez souvent. Un journaliste qui était là, c'était au Touquet, j'ai dit « le journal télévisé est mort ». Je lui ai été immédiatement convoqué par Thierry Tullier, qui était mon directeur, qui m'a dit « mais t'es dingue d'aller dire des trucs pareils ». Et je lui ai dit « non, je n'ai pas dit il est mort tel qu'il est, mais vive le journal parce qu'il continue, par son renouvellement, par les formats ». Donc, le numérique a bousculé le journalisme, et en particulier celui de la télévision. Et ça, vous ne l'avez pas vu, mais pourtant, je peux vous garantir que de manière insidieuse, tu parlais de l'incarnation est devenue un moment, un format du journal télévisé. Après, je voudrais juste ajouter une chose. Tu m'as donné la parole, c'est tant pis pour toi. Il se fait que nous réfléchissons avec le numérique. Nous réfléchissons via cette ère nouvelle, comme on dit beaucoup aujourd'hui, qui est ce nouveau vecteur extraordinaire qui, en temps réel, le disait d'ailleurs Stéphanie, permet quasiment de mettre sur le fil ce que tu viens de tourner, et ça fait le tour de la Terre. Et alors, je me suis dit, mais quand même, c'est étonnant cette histoire, est-ce que d'aucuns l'avaient déjà envisagée ? Et j'ai retrouvé un extrait, je vous le dis parce que d'abord ça me donne l'occasion de me la péter un peu, mais surtout ça vous permet d'aller y voir. Vous tapez, je le dis toujours, sur le site BNF Gallica, et vous tapez Eugène Dubief. Qui c'est ce type-là ? C'est un membre de la Ligue de l'enseignement de l'époque et qui écrit un bouquin qui s'appelle « Le journalisme ». Le livre est remarquable. Vous avez toute une histoire du journaliste depuis l'Antiquité, comment on cherche les nouvelles, comment on les rassemble, jusque dans l'année 1892, époque à laquelle il écrit ce qu'il écrit là, et je vais vous dire, tenez-vous bien, on accroche les ceintures. Un épervier indicible. Indicible, l'épervier, ça veut dire un filet, c'est un terme de pêche. Un épervier indicible de conduit électrique va bientôt enserrer le globe. Par ses filets de partout, les nouvelles afflueront au cabinet du journaliste, comme par autant de filets nerveux. Le mec est en train de nous décrire Internet. D'autres filets nerveux les transmettront au même instant chez tous les abonnés. Les abonnés, il faudra payer une modique somme pour avoir accès à toute cette information. Moyennant l'abonnement le plus minime, le citoyen du XXe siècle pourra évoquer devant lui à volonté un diorama, ça veut dire un faisceau d'images, vivant de l'univers qui l'entoure et être sans cesse en communion en temps réel avec tout le genre humain. Vous vous rendez compte ? On est en 1892 et le mec finit, c'est là qu'il faut avoir la ceinture bien accrochée. Alors, le journalisme, tout cela sera si beau, le journalisme se sera si bien perfectionné qu'il n'y aura plus de journalisme. Et voilà. Eh bien, nous y sommes. Nous y sommes. Et il est temps d'affronter cette réalité. Et cette réalité fait qu'on est ensemble sur le même plateau. Et j'en suis ravi. Je suis ravi d'être bousculé.
Je suis ravi de tomber de l'armoire et de devoir m'expliquer avec tous les citoyens, car c'est ce que nous devons faire. Et alors, on va faire un dernier truc, comme ça tu pourras ne plus me passer la parole. On va regarder la tête de quelqu'un, je sais que c'est prévu en régie, allez-y les gars. Combien de personnes connaissent cet homme ? Personne. Oui. Si ? Levez le doigt, nom de Dieu, ceux qui connaissent. Ah oui, il y a deux personnes. Deux, trois. Cette personne était connue de la France entière dans les années 60. C'était le grand reporter de 5 colonnes à la une qui s'appelle Roger Louis. Roger Louis, comme dit la chanson, a fait toutes les guerres. L'Algérie, le Congo, Saint-Domingue, un plateau de folie. Il enregistre quelqu'un, les balles si vous entendez fiou, fiou. Et au bout de 2 minutes, vous dites, mais c'est quoi ? Et lui, il dit, oui, vous entendez les balles qui filent, passent auprès de nous, on va quand même s'accroupir parce qu'il pourrait nous arriver quelque chose. Les téléspectateurs de l'époque attendaient le Roger Louis de la semaine suivante. Certes, ils regardaient Saint-Col, mais ils attendaient le Roger Louis. Roger Louis était en permanence présent à l'antenne. On le voyait prendre des voitures, monter sur un cheval, être à bord d'une pirogue. C'était le Tintin, entre guillemets, de l'époque. Moi, je dis maintenant, le Charles Villa, le Gaspard G, et les reporters de France Télé aujourd'hui, les femmes de France Télé, Stéphanie Pérez, Burgot, Dorothée Oliéric, qu'on applaudit, vous avez raison, parce qu'elles font un travail d'enfer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que face aux fake news, face à cette maladie mortifère où nous n'arrêtons pas nous-mêmes, les journalistes, de parler du non-journalisme, et donc à chaque fois qu'on dit info, on entend des infos, c'est dingue. Il faut y répondre, et nous voulons répondre au prix Albert Londres, puisque chacun parle un peu de chez soi. Moi, je vais parler d'Albert. Eh bien, parce qu'au prix Albert Londres, ce que nous voulons dire, c'est valoriser la force de l'information, de son implication, de l'engagement de ces personnes. Et ça n'est pas héroïque. Ça n'a rien à voir avec le gilet multipoche viriliste à la con. C'est un truc de citoyen, civique, très important aujourd'hui, et je dirais même majeur. Et ici, tout le monde pense comme ça. Et c'est un beau moment que nous soyons là réunis pour cette cause. Merci, Hervé Broussini. J'avoue, ça faisait une belle suite de votre masterclass hier, que j'ai ceux qui ont suivi, bousculé avec la ceinture bien attachée, j'espère. En tout cas, ça interroge. En fait, cet air qu'on vit interroge Agnès, une réaction en quelque sorte. Alors, si j'ose, à ces multiples... Mais oui, le journalisme, la place aujourd'hui dans la société, c'est un petit peu ça aussi, hein, questionnement. Oui, c'est ce que Hervé nous a dit. C'est-à-dire que finalement, on n'est pas si différents, si vous voulez. On n'est pas si différents. On revisite le journalisme, en fait, constamment. Aujourd'hui, les défis qu'on a, c'est pas seulement de, évidemment, savoir seulement à qui on va s'adresser. C'est aujourd'hui d'être constamment référencé comme un journalisme crédible, fiable. Et je remarque d'ailleurs, moi qui ne connaissais pas Charles Villa, qui ne connaissais pas Gaspard G, j'ai vécu 8 ans à l'étranger, alors j'avoue que je débarque un peu de ma planète depuis les 5 mois que j'occupe mon poste à France Info. Mais en fait, je m'aperçois que ce qu'ils mettent en avant surtout, c'est leur valeur journalistique. C'est-à-dire leur crédibilité, leur professionnalisme, leur refus de porter des fake news ou le flou de la vérité que j'ai vu moi beaucoup aux États-Unis. Et donc, ce qui compte aujourd'hui, c'est cette certification en quelque sorte. C'est elle qui a de la valeur.
Et que donc, en cela, on n'est pas si différents. Et par ailleurs, moi, je crois que les médias, entre guillemets, traditionnels, sont effectivement en transition. C'est-à-dire qu'ils ont du retard, parce qu'ils ne sont pas nés dans la matrice des réseaux sociaux, ils ne sont pas nés dans la matrice d'Internet, mais ils ont ils ont le savoir-faire. Et moi, avec mes équipes, par exemple, tous les jours, c'est l'idée aussi de comment les contenus et la valeur de ce qu'on fabrique, nous, et parce qu'on a énormément de moyens, comparé à Charles, on a énormément de moyens encore dans le service public. On peut envoyer des gens... On peut déclencher des équipes tous les jours, on a des gens qui partent en mission, etc. La seule chose à laquelle il faut penser toujours, c'est que ce que l'on produit a de la valeur et que donc il faut le faire vivre, le décliner sur toutes les plateformes, sur tous les supports. Et ça, j'allais dire, c'est un peu notre défi à nous. De le référencer, de le rendre fiable, d'entretenir la confiance avec nos publics, parce que ça, en soi, ça a de la valeur. Puis, de créer du contenu qui a du sens, parce qu'en fait, c'est aussi ça. Si vous voulez, moi, je veux bien qu'on regardait des contenus, mais les gens, y compris les jeunes, et moi aussi, j'ai 2 enfants de 28 et 25 ans, ils veulent voir du contenu qui a du sens. Et nous, les journalistes traditionnels, on s'est peut-être justement un peu éloignés parfois de ce sens. On a cru, parce qu'on parle avec beaucoup d'acronymes, on s'adresse à des gens assez informés, etc. On a oublié de faire de la pédagogie ou d'en faire assez, de reprendre les choses à zéro, etc., etc. Et c'est des discussions qu'on a en permanence. Le sens et ensuite la valeur. La fiabilité, le sens, la valeur. Je pense que c'est 3 choses, en tous les cas, moi, qui me tiennent à cœur, dont je discute beaucoup avec mes équipes et que j'essaye de développer. Et moi, le tuyau, peu m'importe le tuyau, en fait. Moi, ce qui compte, c'est la personnalité, c'est le contenu, c'est le récit, c'est la narration, c'est l'info qu'on va chercher, c'est la plus-value que nous, nos médias peuvent apporter. Et vous avez parlé tout à l'heure de marques, et effectivement, qui portent ces éléments de valeur. Je vais juste revenir sur un point que vous avez mentionné là, et pour prolonger un peu plus sur les canaux, et c'était encore pour Charles, la question notamment de financement, parce que vous avez dit, et c'est vrai, on a parlé rapidement de ce sujet tout à l'heure avec Gaspard G, et c'est un sujet difficile ou délicat pour beaucoup de créateurs de contenu, y compris, comme il dit, avec l'union des métiers, des influenceurs et des créateurs de contenu, c'est question de statut. Modèle économique, vous en êtes où sur cette question ? Déjà, moi, j'ai monté ma chaîne YouTube avec mon salaire de journaliste chez Brut et sur mon temps libre. Donc, en gros, avec mon salaire, je payais des monteurs, je payais mes billets d'avion et je partais sur mes vacances. Pour développer ma chaîne YouTube, j'ai fait beaucoup comme ça. Donc, aujourd'hui, j'ai quitté Brut pour développer ma chaîne. Donc, j'ai monté une boîte pour le faire. Et j'ai eu de l'argent du CNC, donc le Centre national de cinématographie, pour la développer, qui m'a permis de recruter une personne. Mais après, pour le moment, moi, j'ai fait le choix de ne pas avoir de placement de produit dans mes vidéos, donc c'est-à-dire de porter, d'incarner une publicité. J'ai des revenus AdSense, c'est en gros, dès que les gens consomment de la publicité pour pouvoir voir mon contenu, ça génère des revenus qui me permettent de développer beaucoup de choses. Mais c'est vrai que dans ce que moi je fais, vu que ça coûte quand même relativement cher, de partir à l'étranger, de payer du montage, etc., du graphisme, le modèle économique n'est pas facile actuellement dans ma manière de fonctionner. Si demain, je décidais de faire des placements de produits, pour le coup, j'aurais beaucoup plus de facilité parce que je ferais rentrer beaucoup plus d'argent dans mon modèle économique. Tu fais beaucoup de youtubeurs Oui, la majorité des youtubeurs financent leur chaîne grâce à l'AdSense et au placement de produits. Moi, pour le moment, j'ai fait le choix de ne pas le faire parce que voilà, j'ai du mal, en tant que journaliste, à faire des annonces et de la publicité pour des marques. Après, demain, je peux complètement quitter la profession, l'étiquette de journaliste, et être réalisateur, créateur, et continuer à faire exactement la même chose que ce que je faisais. Au final, c'est qu'une étiquette. Mais voilà, pour toutes ces raisons-là, c'est vrai que le modèle économique est pas facile. Pour le moment, je m'en sors, mais si je voulais faire plus, développer plus de choses, être plus présent, plus régulier, ça serait compliqué.
Juste pour le placement de produit, puis Justine va compléter aussi, qui est un certain youtubeur, sur cette idée de placer un produit en incarné aussi, qui est à l'intérieur d'une vidéo, qui est en quelque sorte, vous pouvez utiliser les bons termes, mais sponsorisé pour un produit qu'on va présenter comme youtubeur à l'intérieur de sa vidéo. Vous voulez compléter sur Oui, pour compléter le propos de Charles, je peux réexpliciter très rapidement le modèle économique de YouTube. On fête donc nos 20 ans. Depuis notre genèse, notre principe fondateur est basé sur le partage de plus de la moitié de nos recettes publicitaires aux détenteurs des chaînes. C'est dans ce cadre-là que, en fait, YouTube, finalement, a créé ce qu'on appelle, en bon français, c'est mon premier anglicisme, j'essaie de pas en faire, mais la creator economy, c'est-à-dire cette nouvelle filière de la création, cette nouvelle génération de la création, finalement, qui s'est lancée de manière totalement autodidacte et indépendante et libre sur YouTube, et qui, 20 ans après, s'est professionnalisé, sont des entrepreneurs, sont des structures de prod, ont des studios, emploient des gens. On fait un exercice de rapport d'impact économique chaque année. La dernière édition a pu mesurer que YouTube a contribué à hauteur de 850 millions d'euros au PIB français. Et cette créateur économie représente 21 000 emplois équivalents temps plein. 2 autres points. Tu soulignais le financement du CNC. Eh bien, le fonds CNC Talent duquel Charles a pu bénéficier, eh bien, il est en fait directement financé par la contribution de YouTube. Ouais. Et 3e élément, on a ici dans la salle des représentants de la SCAM, Société de gestion collective pour, en particulier, ce genre de contenu du réel et journaliste. Depuis 15 ans, nous avons des accords cadres avec la SCAM, avec la SACD, avec la SACEM pour rétribuer le droit d'auteur. Et donc, c'est tout ce maillage de contributions directes et indirectes qui fait que cette filière-là, aujourd'hui, est très professionnalisée. Exactement. Et après, c'est vrai que moi, je produis du contenu qui coûte très cher. J'ai pas la même économie que tous les Dernière chose, quand les créateurs font des accords de marque et de collaboration de marque, ces revenus-là sont 100% pour le créateur. Pour les créateurs. C'est pour ça que c'est devenu une des sources principales de revenus. Et moi, un des problèmes les plus importants sur ces placements de produits, c'est que pendant très longtemps, les marques demandaient aux créateurs d'incarner ce placement de produit, donc de vendre, de faire la publicité, ce qui est... qui bouge. Dernier truc. Oui. Ouais, vas-y. Mais ça, c'est un point important. C'est un peu la différence qu'on fait entre un influenceur dont le brief de départ vient d'une marque et tu viens pitcher finalement un produit, et le créateur dont la création de départ vient de ta passion, ton sujet, ta thématique, de l'info en ce qui nous concerne aujourd'hui. Ouais. Je pense aussi dans le métier, il y a beaucoup aussi qui parlent, on peut lire aussi, Hugo Décrypte entre autres, comme des info-influenceurs, en anglais des news influencers, qui est au croisement de ces demandes, et certains aussi qui posent des questions, notamment des fois qui peut arriver avec un placement de produit, un conflit d'intérêt aux bases d'un travail journalistique. Moi, c'est surtout pour ça qu'aujourd'hui je fais pas de placement de produit, parce que c'est interdit par la charte de déontologie journalistique. Donc c'est pour ça que si je venais à en faire, je pense que pour moi ça serait pas un problème énorme, même si j'aime cette étiquette de reporter, de journaliste. Je le fais pas pour ces raisons-là, parce que je me considère reporter et journaliste, et que voilà, je pense qu'il faut pas le faire de cette manière-là. Après, je pense qu'il y a des manières de collaborer avec des marques sur des chaînes, ce que Hugo commence un petit peu à faire, c'est-à-dire de faire une publicité dans un reportage. Ça dépend lesquels, évidemment, mais désincarné. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une coupure pub pendant un journal ou autre. Ça serait plus simple. C'est l'incarnation de cette publicité-là qui est problématique et normalement interdite par la profession. Effectivement. Agnès, je laisse réagir. Je vais passer à notre thématique juste après. Allez-y. Non, je disais, ça engage votre indépendance. Ouais. Parce que le placement de produits... forcément, le jour où ensuite Charles va s'intéresser à l'entreprise qui détient le produit, ça va forcément poser problème. Et ça, c'est forcément quelque chose auquel réfléchissent tous les journalistes. Et puis, vous avez lâché un mot, Jimmy, très très important, je crois, c'est les news influenceurs.
Et il faut s'arrêter juste un instant pour dire que c'est une nouvelle forme hybride de journalistes, enfin qui se prétendent journalistes. C'est aux États-Unis, lors de la dernière campagne, on a vu le fameux news influencer Joe Rogan qui a interviewé Donald Trump, 3 heures d'interview, je crois. Voilà, une conversation beaucoup plus qu'une interview. Donc amicale, une conversation amicale où tout le monde est d'accord, personne ne pose de questions dérangeantes, etc. Mais ça endosse un peu les codes du journalisme. On est dans un espèce de studio radio, on a le casque, voilà, on fait comme si c'est du journalisme Canada Dry, sauf que évidemment, ça n'en est pas, puisque les questions ne sont pas, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de modération, il n'y a pas tous ces codes-là, et justement, ça se veut l'anti-journalisme, mais ça revêt quand même les habits du journalisme. C'est assez piégeux. Oui, et flou. Et flou. C'est justement un des éléments qui nous amène justement à de concret, si vous voulez, qui fait que la vérité, l'interview peut être, et on laisse dire évidemment à Donald Trump des énormités, enfin des contre-vérités, sans le contredire jamais. Ça, c'est un modèle qui, à mon sens, va arriver en France bientôt. C'est ce qu'on peut dire pour compléter, notamment, vous avez vu aux États-Unis, on a vu déjà ce basculement lors de la dernière campagne électorale, et on a compris des deux côtés, républicains comme démocrates, que maintenant le débat se passe davantage ailleurs que dans les... C'est pas davantage, les médias n'ont quasiment pas existé sur la dernière campagne. Aussi, pas d'autres raisons de régulation. Ils n'ont pas existé. Ils n'ont pas existé, vraiment, ils n'ont pas s'en rendre existé. compte. Ça s'est passé sur YouTube, TikTok, Twitter, Insta, ça s'est pas du tout passé dans les médias. Donald Trump a donné des interviews à ces news influenceurs et il est allé dans des médias amis, on va dire. Et puis Kamala Harris, elle, a joué beaucoup plus la carte un peu des médias traditionnels. Elle a voulu aussi, chaque fois qu'elle est allée chez un news influenceur, cadrer les choses. Donc, il n'y avait pas de spontanéité, pas d'authentique. On sent que ça avait été négocié et ça a été beaucoup moins efficace que Donald Trump. Donc, c'est des nouvelles formes de contenu, on va le dire, mais qui ont un impact direct sur la démocratie. Mais d'où l'importance, pour en revenir à YouTube, d'où l'importance justement d'avoir de plus en plus de créateurs journalistes qui font ce taf-là. Franchement, ce que fait Hugo, qui a un podcast, qui fait beaucoup d'interviews et qui fait des très bonnes interviews. Oui, non, mais c'est ce que je veux dire. D'où l'importance d'avoir des règles aussi pour les plateformes. Et du coup, c'est la manière dont... Voilà. Prochaine question. Non, mais comment est-ce que, du coup, notre responsabilité à nous, c'est de s'assurer que le débat citoyen puisse être le plus pluriel possible, le plus serein possible, et quelle est la frontière entre la liberté d'expression et la protection des utilisateurs. Dans ce cadre-là, ça commence par avoir des principes de fonctionnement. Sur YouTube, vous ne pouvez pas faire l'apologie du racisme, du terrorisme, de la violence. Exactement. Ça continue par des outils d'appel, de signalement, qui permettent de retirer ces contenus. Un travail avec un maillage de ce qu'on appelle signaleurs de confiance, qui sont des associations locales. En France, c'est par exemple e-France, c'est par exemple la LICRA, c'est par exemple Pharos, qui ont des chemins d'appel prioritaires. Et après, avec, tu parlais un petit peu de, je sais plus qui, mais des deepfakes et ce que l'IA générative peut amener comme menace aussi de contenu de synthèse qui peuvent complètement tromper l'utilisateur. Nous, on a développé un label obligatoire que celui qui upload un contenu complètement synthétique sur YouTube doit cocher obligatoirement pour signaler à l'utilisateur que ce contenu est fait à base d'intelligence artificielle. Est-ce qu'il n'y a pas la crainte en ce moment, quand on voit ce qui se passe chez Meta notamment, on a vu un pas en arrière avec un système d'étiquettes et labels, que les avancées, on voit avec les organismes comme Full Fact qui parlent notamment qui accueillent ce système de labellisation contre les désinformations, mais qui ont peur que ça ne va pas assez loin. En fait, là, tu fais allusion au système de fact-checking sur Meta, qui est un fonctionnement propre à Meta, qui n'est pas du tout celui de YouTube. En fait, nous n'avons pas du tout délégué la vérification de l'information. On travaille directement avec les sources référentes d'information, comme France Inter, comme tous les médias qui existent, les fameux legacy médias, pour faire ce travail de sources référentes, sources autoritatives, sources of news. On a développé des étagères qui, en résultat de recherche de, par exemple, si
vous faites Gaza, si vous faites Trump aujourd'hui, vous avez en premier résultat de recherche ces sources référentes d'informations. Et ensuite, le choix pour l'utilisateur, c'est Stéphanie qui évoquait aussi l'importance pour les utilisateurs de l'esprit critique, de la pluralité, de la curiosité, de pluralité des sources. C'est notre job, c'est ça. Agnès et puis Hervé, et puis on va passer un tour au public pour quelques questions. Non, je me demandais juste si ces news influenceurs qui sont ces hybrides, ils sont sur YouTube déjà. Ils sont sur YouTube. Oui. Aujourd'hui en France, je pense que les politiques ne vont pas aller peut-être sans doute parler, nos politiques français ne vont pas encore aller parler avec eux, mais dans un futur proche peut-être pour la prochaine présidentielle, etc., qu'est-ce qu'on fera ? Alors, c'est précisément parce qu'on est une mèche, en fait. Chaque fois qu'elle pose une question, je réponds. Non, je dis des bêtises. Je pense que tout ça montre qu'il y a une préoccupation de la plateforme en relation avec nous, un engagement, bien sûr, et donc nous avons à avoir un dialogue, mais qu'il y a aussi ce démarrage, ce commencement, et puis même plus, quoi, entre nous, puisqu'on est fait du même métal, ça s'appelle l'info, c'est la même préoccupation, avec une envie de la défendre corps et âme, parce qu'on se rend bien compte que le péril est là. Et donc, on n'est pas au mois de juin, mais on pourrait lancer l'appel du 12 mars, qui consisterait à dire que il faut que les journalistes se parlent, que nous parlions avec les Américains. Moi, je rêve d'une rencontre avec les journalistes américains, avec nous, les journalistes français, européens. Vous savez, on a fait une chose déjà, dont on parle peu, qui a donné un grand sens pour moi à ce qui s'est passé en Ukraine. C'est que l'UER, c'est-à-dire l'organisation européenne de relations entre le télé, a rassemblé tous les reportages en Ukraine pour les mettre à la disposition d'un grand tribunal pénal international. Et donc, l'exercice de la justice vient donner un sens supplémentaire au travail des reporters. Waouh, ça c'est super. Et donc, je trouve que cet échange sur les pratiques, l'info de guerre, nous sommes, tous les matins, nous nous réveillons en entendant un nouvel épisode des guerres. Comment les Américains, comment historiquement nous avons vécu déjà des expériences d'info de guerre. Comment s'y prennent-ils ? Comment allons-nous vivre et vivons-nous ça ? Le grand moment de l'échange, et grâce au numérique, on peut le pratiquer, me semble indispensable. Nous ne pouvons plus rester chacun dans nos boutiques. Il faut impérativement faire, et c'est le sens des assises d'ailleurs, de cette assemblée. Encore une fois, il y a une forme de sursaut. Il paraît qu'il faut se mettre en sursaut de fabrication d'obus. Je pense qu'il y a aussi se mettre en sursaut d'intelligence par rapport à cette exigence, au péril sournois dont tu parlais, et donc avec les citoyens. Parce qu'une dernière chose que j'apprécie beaucoup avec les producteurs de contenu, c'est leur préoccupation du public. Ils y répondent dans l'instant. Il y a une complicité, il y a une exigence, il y a l'amour vache, mais il existe au moins. Et nous, à la télé, nous avons été dressés longtemps à ne pas beaucoup tenir compte du public, à considérer que tout ça, même parfois, moins on avait de public, mieux c'était parce que nous étions vraiment d'une qualité extraordinaire. Il faut savoir que nous avons eu des gros problèmes là-haut, y compris de nous montrer. Il y a eu un moment, il ne fallait pas. Nous avions des patrons qui disaient « on ne se voit pas, tu n'es pas dans le cadre hein. ». Et puis eux, ils déboulent et il n'y a qu'eux. Alors, vous voyez comment on a été secoués, comment... on est tombé de l'armoire. Et peu à peu, nous sommes en train de rétablir ça, la préoccupation du public. Vous vous souvenez, ça s'appelait l'audimat. C'était vraiment l'horreur des horreurs. C'est vrai que la manière dont c'était présenté, c'était pas spécialement engageant. Mais là, comme maintenant on se parle, comme on est en relation,
c'est un moteur, ça n'est plus une répulsion, c'est une impulsion. Et un moment de réflexion, comme vous avez dit, citoyen, et voilà, Puis on ça remet les bouge, ceintures. juste pour Oui, et puis on va passer au il y a public. Élise Lucet qui a lancé sa chaîne. Moi, j'aide d'autres créateurs, d'autres journalistes à se lancer. Voilà, ça bouge depuis pas mal de temps déjà. Oui. Ça prend son temps, mais je pense que tout le monde est assez raccord sur ce qu'il faut faire. Et tout le monde sait qu'on est assez complémentaires au final. Un dernier mot, et puis Est-ce que c'est pas le bon moment pour annoncer le truc qu'on voulait annoncer, Hervé? Mais gardons, bien sûr. Voilà, ça Oui, va parce faire réagir. qu'en fait, tout ça, c'est une amicale. Donc, on est extrêmement heureux, fiers et honorés d'avoir établi un partenariat avec YouTube. Justine me regarde inquiète, elle se dit « Mais comment il va dire ça ?» Mais vraiment très heureux, sont des bourses qui s'inscrivent un peu dans ce que nous avions commencé à établir, et je salue au passage France Info, parce que vous avez essuyé les plâtres, qui s'adressent aux producteurs de contenu. Waouh! Révolution chez Albert Londres. Le numérique qui déboule, je te raconte pas. Et donc, on entrebâille la porte, et plus que ça, parce que dès qu'une porte est ouverte depuis Sartre, on sait qu'elle n'est pas fermée. Mais Albert Londres qui n'aimait pas la photo, vous avez dit, il se met à la vidéo, c'est ça? Oui, et donc oui, Albert a fait de la photo, il voulait faire des films. Oui. Et pour rendre justice à Albert, on lui dit, écoute Albert, on t'entend de là-haut, tu as dit depuis longtemps qu'il fallait se moderniser, ok, on y va. Donc, on va vers des projets de bourse qui seront soumis à un jury. Une bourse podcast, une bourse web vidéo, on va dire. Je fais gaffe aux mots, je maîtrise pas toujours bien le lexique. Et même une résidence à la maison Albert Londres dont les responsables sont là. On les salue à Vichy. Ils ont remis en force cette belle maison et ça sera un centre du grand reportage. Et on espère du grand reportage élargi dans sa réflexion, dans ses archives. Les archives, toujours très importantes, c'est ça qui donne la profondeur de l'intelligence des choses. Et on va rouler et ça va être des beaux moments encore de voir toute une jeunesse passer devant des kakémonos d'un vieux mec qui s'appelle Albert Londres sans trop savoir qui c'est, mais en même temps en étant dans le même esprit. Ça, c'est chouette. Merci Hervé. Il y a encore un temps, on va peut-être dépasser 5 minutes à peu près pour des questions du public, parce que je sais que 4 ici, ils ont beaucoup de choses à dire. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Pareil, je vais me déplacer. J'ai une question simple, évidemment un peu boule de cristal, pour vous 5. Dr Emmett Bronzini et Jamie McFly, vous nous avez emmené 133 ans en arrière, en 1892. Est-ce qu'avec la DeLorean, vous pouvez nous emmener en 2158 du journalisme et pas seulement des moyens des supports de communication? Hervé. Ouais. C'est marrant, brutalement, j'ai un problème de cécité. Écoute, il y a un truc qui est terrible à dire, c'est qu'il y a eu un avant le journalisme. Et donc, ça vaut le coup de réfléchir, non pas à l'après, mais comme tu le suggères, à la suite. Il était impossible que les citoyens voient tous les jours des images sans finir, grâce en plus à la technologie, par maîtriser le processus de production de ces images. Y compris intellectuellement, la possibilité, je dis bien intellectuellement, car les gens, oui, ils ont un intellect. À force de dire que tout le monde est parfaitement crétin et que la terre entière pense au platisme, ce qui existe 15, 16, 17% de notre propre population, ça fout les jetons. Mais quand même, l'intellect est là. Et le pari sur les gens est absolument indispensable. Sinon, on tire tous le rideau. Donc je pense qu'il y a
Je me méfie de ces grands sujets lancés par les journalistes eux-mêmes. Faudra-t-il encore des journalistes ? Un monde sans journalistes. On a été les premiers à faire la promotion de notre suppression. Fallait le faire. On l'a fait. Et on peut encore le faire. Mais néanmoins, penser en ces termes des producteurs de contenu, de toutes ces personnes qui témoignent, qui peuvent témoigner de leurs conditions de livreurs Uber, de tout ce qui se passe au bas de la rue, de ce que vous voyez. Je pense que cette prise de parole citoyenne va grandir. Et nous qui sommes des journalistes, l'important c'est de faire en sorte que nous essayons de donner les cadres référents. Il a été parlé de la charte de Munich. Au tout début, la première charte, c'est 1918. La première était au Texas, en 1911. L'éthique est arrivée, la préoccupation éthique. Depuis celle de Munich, il y en a eu plein. Il y en a eu d'autres. Sur l'IA, il y en a encore eu. Et donc, je crois que ce qu'il faut filer comme nécessité politique ardente, puissante, c'est effectivement le cadre déontologique et éthique. Il faut, et j'en finis, que sur ce point, l'essentiel se joue à l'école. À l'école. Que l'histoire de l'information, je sais, je suis un vieux con, je répète sans cesse les mêmes choses, mais de faire en sorte que on ne peut pas dire c'est épouvantable, les jeunes ne regardent que des écrans, ils vont tous devenir imbéciles, hein, docteur machin. Ça revient à l'éducation. Absolument. Et donc c'est là que les choses se jouent. Oh, oui. Voilà. Merci Hervé. On passe à Agnès pour quelques mots sur ces questions. Juste en quelques mots, moi je pense qu'il y aura toujours de la place pour des médias de fait versus des médias d'opinion. Il y aura de plus en plus sans doute de médias d'opinion, mais je crois, d'abord les chiffres et les audiences du service public le démontrent. Le TF1, le journal de TF1 est le premier journal de France, c'est quand même un média attaché aux faits aussi, et qu'on peut classer quand même dans ces médias de faits. Il y aura toujours une intelligence collective autour de l'exigence des faits. Donc, pas trop d'inquiétude. Ceux qui entament des carrières de journalistes, croyez-y et faites ça avec talent. Donnez de l'engagement, de l'énergie, travaillez beaucoup. Et avec créativité. Et vous feriez des carrières formidables. Un mot qu'on a employé. Il y a une autre question dans la salle. Merci beaucoup. C'est une question. Alors, Gilles Bruno, l'Observatoire des médias, et l'EMI, l'École des métiers de l'information. C'est une question qui s'adresse à Madame Justine Rist, qui est depuis de nombreuses années chez YouTube France. Moi, je voudrais parler d'un influenceur qui n'est pas dans la salle. C'est Cyril Hanouna, qui est devenu producteur de contenu en ce moment même en direct sur YouTube. Alors, producteur, il l'est depuis 15 ans. Oui, bien sûr. Non, je veux dire diffuseur en direct. Oui. Ça, c'est assez nouveau, on va dire. Pas complètement, parce que la chaîne TPM... Enfin, mais bon, je vois où vous voulez en venir. Tout le monde voit de quoi on parle. Il est passé en 100% streamé depuis la semaine dernière. Ma question, qui est assez précise, c'est... depuis l'interdiction de RT France, et depuis toutes ces histoires-là, quand on arrive sur une chaîne, par exemple du service public... Nous avons un bandeau assez discret, mais qui s'affiche en dessous de la vidéo, qui annonce la couleur, à savoir, c'est une chaîne du service public français. Exactement. Est-ce que vous avez eu une demande ou pas ? Est-ce que vous pourriez prendre l'initiative vous-même ou non d'afficher un bandeau, cette chaîne, ce contenu a été retiré de la TNT suite à des condamnations, etc., etc. Est-ce que ce ne serait pas un signe ? Alors, nous, ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu dans la presse, c'était que YouTube était monté au créneau pour... YouTube a fait un recadrage de Monsieur Hanouna depuis lundi dernier, puisque... De la même manière qu'il y a des règles en télévision, eh bien, il y a des règles sur YouTube. Moi, je parle du label. Est-ce que ce serait possible de... Alors, je ne sais pas lequel. Mais... C'est un peu compliqué, parce que quel label, pourquoi, comment on le décide et tout. Par contre, mais merci pour la question, parce que je sais que c'est un sujet très, très important.
YouTube est régulé de manière générale, en Europe, par la Commission européenne, en France, par l'ARCOM, en plus de nos propres règles d'usage qui définissent quel cadre de publicité, quel cadre de ce qu'on peut dire, quel cadre de citation des marques. Et c'est dans ce cadre-là que lorsque TPMP, qui n'avait plus le signal TNT, est passé donc en full streaming sur sa chaîne YouTube qui existe déjà, qui a 2 millions d'abonnés, eh bien, nous avons tout simplement été attentifs à ce que les règles et le cadre YouTube, et je vois que vous me filmez pour bien vous rappeler de ce que je dis, a été parfaitement respecté. C'est pour ça qu'il y a eu un recadrage. C'est pour ça que le lendemain, les choses ont pu être corrigées par la production H2O, qui est le nom de boîte de production de Monsieur Hanouna. Et voilà. Et donc les règles d'usage et de respect des contenus sur YouTube sont les mêmes pour tout le monde, y compris lorsqu'on est un animateur très médiatisé, avec beaucoup de parts de voix. Les règles sont les mêmes pour tous. Je dirais même, moi, que... Mais ça, c'est une manière de diffuser. Donc, voilà, c'est comme... nous, c'est une fréquence TNT. Donc, rien n'interdisait finalement de prolonger son existence sur les box, sur Dailymotion, sur YouTube. Nous, sur YouTube, il y a des règles. Et donc, évidemment, quand le démarrage a été fait pas complètement dans l'axe, on était très attentifs à ce que ce soit recadré. Sinon, les sanctions sont les mêmes que pour n'importe quel utilisateur, créateur. Je parle de créateur de contenu, ça c'est important, versus la notion de producteur, parce qu'il est un peu différente. C'est quoi ? C'est des risques, on appelle ça de strike, d'avertissement. 1, 2, 3 strikes, il n'y a plus de chaîne. Ouais, justement, c'est ce que moi j'allais dire. Je pense que le nombre de choses qui se sont passées dans PMP, s'ils les avaient faites sur YouTube, la chaîne n'existerait plus, très sincèrement. Donc, sur ça, je ne suis pas très inquiet, moi. Il y a des questions encore qui pourraient être posées autour de tous ces sujets et malheureusement, on est à la fin de cette longue séquence. Je tiens à remercier vous quatre et vous tous. Merci.